Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par la base. J'aurais envie de vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en quoi ça consiste à être herboriste. Qu'est-ce que ça fait un herboriste? La fameuse question québécoise, ça mange quoi en hiver, un herboriste? Fait que j'ai envie de te parler de ça. Souvent, on est comparé un petit peu avec la naturopathie ou les autres thérapeutes holistiques, mais c'est souvent le naturopathe, c'est souvent le thérapeute holistique qui est le plus connu dans les médecines douces, sans parler là, des massothérapeutes, acupuncteurs, etc. Là. Mais dans la catégorie plus thérapeute, avec vitamines, alimentation, etc. La différence entre, déjà en partant, si on commence par ça, ça va être déjà un petit peu plus simple. Un naturopathe va souvent avoir accès à un bureau ou le faire chez soi, oui, va avoir un bureau à la maison, ça va être mieux dit, ou dans une clinique. Et puis, il va pouvoir travailler des inconforts, des symptômes, des douleurs, etc. avec un client. Puis, il va avoir des suppléments, des vitamines, des conseils alimentaires. Il peut travailler avec vraiment beaucoup de produits naturels. Puis, lui, il va connaître ce qu'il y a sur le marché en vente. Il va même pouvoir vendre certains produits s'il adhère à certaines gammes ou certaines compagnies, par exemple. Le naturopathe est vraiment formé pendant 3 à 5 ans, tout dépendamment des écoles. C'est quand même assez poussé comme étude au niveau de l'anatomie, de la biologie, les contre-indications avec la médication, c'est tout ce qui est la pharmacopée. Fait que le naturopathe, c'est un peu ce qu'il fait. Tandis que l'herboriste, il y a plusieurs types d'herboristes. Il va avoir l'herboriste thérapeute, un peu comme une naturopathe ou un naturopathe, ou on peut l'appeler aussi l'herboriste clinicien. Fait que c'est l'herboriste qui va travailler avec les plantes en magasin, qui se vendent sur le marché, qui sont déjà en formule, qui sont déjà toutes prêtes à être utilisées, qui va travailler s'il est à l'aise avec vitamines, suppléments, alimentation, élixir floral. S'il y a des formations dans les huiles essentielles, il peut travailler avec les huiles essentielles, etc. Fait que lui aussi, il va avoir soit un bureau à la maison, soit travailler dans un magasin, faire du conseil dans un magasin comme un naturopathe ou dans une clinique. Fait que c'est un peu le même principe. Ensuite de ça, on a l'herboriste qui a choisi de cultiver ou de cueillir ses propres plantes. Fait qu'il peut avoir fait les mêmes études, mais avoir choisi la spécialisation d'être un herboriste qui cultive sa terre. Fait que lui, il connaît dans le fond les plantes de la graine jusqu'à la cueillette, jusqu'à la transformation souvent. Fait que lui, il part vraiment de la base jusqu'à temps que le produit soit terminé ou sinon il vend à quelqu'un pour la fabrication. Fait qu'il y a vraiment comme des distinctions. Fait que ça, c'est l'herboriste qui va cultiver. À la base, quand on fait une formation en herboristerie, on apprend la botanique et la culture et l'identification des plantes médicinales, mais on n'est pas obligé nécessairement d'en faire une carrière. Fait qu'on a quand même cette base-là d'intéressante, de différente qu'un naturopathe. Ensuite de ça, vous avez les herboristes qui sont fabricantes. Eux n'ont pas nécessairement accès à tout ce qui est identification, culture, etc. Ça dépend des formations, mais habituellement, un herboriste a une petite base au niveau de la botanique des plantes. La fabricante, l'herboriste fabricante va apprendre dans un an à peu près la fabrication de tout type de produits à base de produits naturels. Donc, que ce soit des produits thérapeutiques, des huiles à massage, des baumes, des onguents, des sirops, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des écoles qui donnent aussi tout ce qui est cosmétique, maquillage, on peut aller chercher spa, hygiène, déodorant, pâte à dents, bombe de bain, tu sais, c'est vraiment, vraiment large. D'ailleurs, Les Amfleurs a vraiment un cours extraordinaire. Marie-Christine, qui s'occupe de cette école-là, a vraiment un don pour aller chercher de l'information et à chaque année se régénérer et donner un cours vraiment au-delà de les attentes des herboristes fabricantes. Alors, moi, dans tout ça, ce que je fais de tout. Je suis une touche à tout. J'adore mon métier. Alors, j'ai des études qui me permettent d'être herboriste,
thérapeute dans une clinique ou chez moi dans un bureau, donc je peux faire la consulte. J'ai des certifications en naturopathie pour compléter le tout. Je trouvais que c'était un tout. J'ai des certifications en aromathérapie, donc je peux travailler avec les huiles essentielles dans un cadre thérapeutique, mais je peux aussi travailler avec les huiles essentielles quand je fabrique mes produits naturels moi-même. D'ailleurs, j'ai une boutique en ligne qui offre tous ces produits-là. Et dans le cadre d'une consultation privée, je peux aussi vendre les produits que j'ai moi-même fabriqués pour le client. Fait que c'est encore c'est une fierté extraordinaire de pouvoir faire tout de A à Z nous-mêmes. Et puis je vais jusqu'à la cueillette des plantes. J'ai pas encore de jardin, mais un jour, j'aimerais ça, avoir ma terre et pouvoir cultiver mes propres plantes médicinales. Pour l'instant, j'ai fait de la cueillette de plantes sauvages et quand je ne trouve pas les plantes que j'ai besoin, bien sûr, je dois les commander. Mais il existe des très très beaux jardins de plantes médicinales ici au Québec. Il y a des herboristes qui sont géniales, qui ont la connaissance botanique extraordinaire de ces plantes-là. Ensuite de ça, par exemple, un herboriste, là j'enlève naturopathie, clinique, tout ça. Un herboriste à la base, qu'est-ce que ça peut faire? C'est quoi les termes, les lexiques? Je veux embarquer là-dedans aujourd'hui pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est beau la fabrication, c'est beau tout ça, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Fait que moi, par exemple, quand que je vais faire mes balades d'identification avec des clients, je les emmène en forêt, tout ça, je vais leur parler un peu de ce lexique-là pour pouvoir les emmener ailleurs après ou même qu'ils vont pouvoir faire leur recherche plus tard et aller s'instruire un peu autodidacte, là, ceux qui sont, pour aller fabriquer quelques produits puis s'auto-guérir si on veut. Parce que c'est ça qui est fun avec les plantes médicinales une fois qu'on a une base. Donc, l'herboriste, je reviens toujours à ça. L'herboriste, c'est on cueille les plantes. Là, ce qui est important de comprendre quand on cueille une plante, à la base, c'est de savoir quelle partie utiliser, quand la cueillir aussi, puis comment la transformer pour la conserver. Parce que c'est beau la cueillir, mais elle ne restera pas fraîche longtemps. Fait qu'il faut savoir la manipuler. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que quand on fait la cueillette sauvage, qu'on appelle, c'est qu'on a des cours, nous, sur la cueillette sauvage responsable. Parce que c'est important de ne pas tout cueillir ce qu'il y a. Et il y a des façons de cueillir qu'on peut dire qui sont saines, par exemple. Fait qu'une fois qu'on a cueilli, qu'on a déterminé quelle plante, aussi il faut savoir quelle plante, il ne faut pas s'intoxiquer. C'est sûr qu'au Québec, il y a moins de risques d'intoxication qu'en Europe, par exemple. Mais par contre, il y a quand même des risques, puis il y a quand même des plantes qui sont pas nécessairement toxiques, vous allez mourir directement, là. Mais il y a quand même des plantes que vous n'aimerez pas ça, passer votre nuit à la toilette ou 2-3 jours, vraiment avoir mal au ventre, puis tout ça. Fait que c'est quand même important d'avoir une petite base aussi avant de cueillir n'importe quelle plante ou n'importe quelle partie. Parce que des fois, la plante entière n'est pas toxique, mais la graine ou la feuille va l'être. Fait que ça, c'est des spécificités qui sont importantes à comprendre. Fait qu'une fois qu'on a cueilli la partie, en fait, aussi, il faut comprendre quand la cueillir, j'expliquais tantôt. Par exemple, les racines vont être cueillies beaucoup plus en automne. Fait que c'est super intéressant parce que ce qu'on dit, c'est que la médecine de tout l'été, la saison va avoir été puisée dans la fleur, dans les feuilles. Et à l'automne, lorsque le premier gèle, ça redescend dans les racines. Donc, c'est là où on va aller cueillir nos racines. Et honnêtement, des fois, c'est vraiment chiant. La terre a gelé. Souvent, l'automne, il mouille, c'est de la boîte, il fait froid. Il faut nettoyer nos racines, il faut couper nos racines, les faire sécher ou les mettre dans un liquide, etc. C'est quand même de la job. Honnêtement, là, ceux qui cueillent la racine, wow, chapeau. Vous pourrez faire l'essai, surtout quand c'est des petites racines. Vous ne voulez pas casser votre racine, il faut vraiment fouiller dans la terre. Là. C'est un travail de moine, on va se dire. Ensuite, si vous voulez cueillir, comme là par exemple, c'est le printemps, bientôt il va y avoir des fleurs qui vont sortir. Il y en a qui vont avoir les feuilles qui vont sortir avant, il y en a d'autres que c'est des fleurs. Fait que c'est important d'aller toujours cueillir la plante, la partie de la plante au moment où elle est dans son plus beau potentiel, si on veut. Fait qu'au printemps, souvent c'est les feuilles. On va aller chercher nos belles feuilles. Puis une fois qu'on a cueilli nos feuilles, plus tard dans l'été, quand nos fleurs s'ouvrent, il y a différentes semaines dans l'été où différents types de fleurs vont s'ouvrir. Et puis là, on va aller récolter les fleurs qui ont été...
qui ont passé beaucoup de temps au soleil. Aussi, il faut attendre d'avoir un petit 24 heures de soleil, c'est important. Ensuite de ça, bien, on a les graines. Il y a des fleurs des plantes en fait qu'on va attendre qui tombent en graines, qui ont fait que ça, c'est vraiment le fun aussi parce que ça va être une autre forme. Puis ceux aussi qui ont des jardins, ils vont cueillir la graine pour pouvoir replanter l'année suivante si c'est pas une plante qui repousse annuellement. Ensuite de ça, après avoir cueilli la graine, il y a des plantes qui vont tomber en fruits. Il y a des fruits qu'on va cueillir, mais c'est plus rare en herboristerie. Je vous dirais qu'on cueille vraiment plus la partie aérienne qu'on appelle. Fait que des fois, c'est même la fleur et la feuille ensemble. Fait que ça dépend vraiment des plantes. Il faut vraiment les apprendre. C'est quasi du par cœur. Avec le temps, on en apprend chaque année, en fait. C'est ça qui fait qu'à la longue, on est toute une encyclopédie vivante sur deux pattes. Puis c'est ça. Puis là, on arrive à l'automne, mais là, on recommence avec nos racines. Fait que c'est super important pour la cueillette d'avoir quand même une base, puis savoir qu'est-ce qu'on cueille, qu'est-ce qu'on ramasse, comment on travaille. Une fois qu'on les a cueillis, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais une petite parenthèse, je donne des formations, des ateliers en fait, parce que c'est pas une formation, un atelier de 2 ou 3 heures. Souvent, j'emmène les gens dans le bois. J'appelle ça des balades d'identification. Je vais mettre les informations plus loin, plus bas dans la vidéo plus tard. Vous allez pouvoir aller vous inscrire. D'ailleurs, j'ai sorti une date tantôt. Il va y en avoir d'autres qui vont suivre, tout dépendamment des régions et des demandes que j'ai. Alors, petite parenthèse fermée, je continue. Une fois qu'on a récolté ce qu'on voulait récolter, qu'on soit en été, qu'on soit au printemps on ramasse des pousses puis des bourgeons, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs. Il y a des fleurs qui poussent, mais avant même, des fois il y a encore de la neige. Excusez, avec mon crayon, aujourd'hui je suis dedans. Là. Il y a encore de la neige parfois, puis comme les pousses de sapin par exemple sont tout petites, sont vertes libres, sont sucrées, on va aller cueillir ça pour faire toutes sortes de choses avec ça. Il y a aussi les bourgeons, pour vrai, si vous avez la chance, ça c'est une catégorie en herboristerie qui s'appelle la gémothérapie. Fait que c'est la médecine par les bourgeons. Les bourgeons ont vraiment la capacité d'être régénérants, tout ça, il y a vraiment des belles propriétés à ça, fait que c'est vraiment au niveau des arbres qu'on va cueillir souvent des bourgeons, surtout ici au Québec parce qu'on n'a pas vraiment de plantes à ce niveau-là. Mais bon, ça va être un autre sujet éventuellement. Les bourgeons, la gémothérapie, c'est super intéressant. Fait qu'une fois qu'on a comme fait notre cueillette, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, ça dépend comment vous voulez utiliser votre plante, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Fait que si vous avez l'intention de boire des tisanes, vous voulez son côté minéral, vous voulez son côté doux, vous voulez goûter aussi la plante vraiment dans quasiment son environnement, vous pouvez la faire sécher. Fait que vous avez plusieurs façons de faire sécher une plante, soit de manière ancestrale, la tête à l'envers, blablabla. Sinon, vous avez les déshydrateurs qui existent. Puis il y a toute une façon aussi de faire sécher les plantes, puis c'est quand même long aussi des disproportionnés dans un séchoir à plantes. Fait que c'est ça. Fait que déshydrateur, séchoir ou façon ancestrale, façon amérindienne, ça existe encore. Ensuite de ça, si on ne veut pas les faire sécher, on ne veut pas les utiliser en tisane, une façon de bien conserver nos plantes, c'est de les mettre dans un liquide, comme j'expliquais un peu tantôt. Fait que vous pouvez choisir le vinaigre. Le vinaigre se conserve jusqu'à 2 à 5 ans, tout dépendamment du vinaigre. Et comme le vinaigre contient aussi des minéraux, des vitamines, il y a aussi des propriétés, ça peut être intéressant pour faire un petit ménage du système aussi. Le vinaigre de cidre de pomme, là, que je vous parle, a vraiment des propriétés pour le corps humain. Fait que c'est super intéressant de mélanger les deux. C'est sûr, ça fait un petit goût vinaigré, mais c'est quand même agréable. Vous avez la chance aussi depuis plusieurs années maintenant que la glycérine végétale est plus accessible au public. De plus en plus, la glycérine végétale est un bon conservateur et ça goûte sucré, mais ce n'est pas digéré comme un sucre, mais comme un gras. Fait que c'est super intéressant pour les gens diabétiques qui ont un problème avec leur sucre ou qui veulent diminuer leur consommation de sucre. Sinon, c'est sûr que la glycérine à gros dosage peut débalancer un peu la flore intestinale, il faut faire attention. Mais quand vous faites des glycérés avec des plantes, vous en consommez des cuillères à l'occasion, là, c'est pas des gros dosages, c'est pas une grosse posologie en fait.
Fait que la même chose, vous allez diluer un petit peu votre glycérine végétale avec de l'eau. Et puis l'eau va extraire les propriétés de la plante que vous souhaitez utiliser. Et puis la glycérine va faire que ça se conserve. Et puis en plus, ça peut être donné aux enfants comme c'est pas dans l'alcool. Vous avez ensuite, fait que là, on a eu les tisanes de façon séchée, on a les vinaigrés dans le vinaigre, on a les glycérés qui sont dans la glycérine, ou sinon ça peut s'appeler aussi des hydroglycérinés ou glycérés, tout dépendamment de l'herboriste à qui vous faites affaire. Puis ensuite de ça, vous avez les teintures mères. Une teinture mère, en fait, vous avez teinture et teinture mère. Teinture mère, c'est souvent les teintures qui vont avoir été faites à base de plantes fraîches et non séchées. Une teinture de plantes, habituellement, c'est une teinture qui a été faite avec des plantes séchées. Donc, ça fait quand même une petite différence. Fait qu'on essaie surtout de les faire avec des plantes fraîches, mais aussi, tu sais, je veux dire, on a encore un bel impact, là, pareil, même si c'est des plantes séchées. C'est juste que la façon de faire la teinture mère va être légèrement différente. De faire la teinture, pardon, faut pas le manger, va être légèrement différente. Et puis la teinture aussi, c'est fait dans l'alcool. C'est de l'alcool de grain. Souvent, on va choisir de l'alcool de grain biologique. On va faire attention à ce qu'on consomme. Puis encore une fois, ben c'est ça, on peut pas donner ça aux femmes enceintes, femmes allaitantes, aux enfants. Fait que si vous prévoyez d'avoir un usage tel quel, ben peut-être mieux de le faire dans le glycérine ou dans le vinaigré ou en tisane, par exemple. Fait que c'est pour ça le choix, je vous dis, de vos solvants, ça peut être intéressant de choisir en fonction de l'utilité de votre plante que vous allez en faire. Mais sachez que dans l'alcool, ça se conserve pratiquement indéfiniment. Et puis, vous pouvez aller chercher un degré d'alcool aussi. Plus vous allez aller chercher un degré fort, plus vous allez aller chercher des molécules lourdes, des principes actifs lourds. Fait que ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez faire avec votre plante, pour quelle pathologie, inconfort, symptômes que vous voulez traiter. Une fois que vous avez décidé ça, vous allez calculer. Il y a une façon de faire là, que je ne vous dirai pas ça aujourd'hui. Je fais vraiment un intro qui est déjà quand même assez long, 17 minutes. Une fois que vous avez déterminé ça, bien, vous avez un pourcentage d'alcool que vous pouvez choisir. Vous allez diluer un peu avec de l'eau pour aller chercher vraiment la concentration que vous voulez de votre produit final. Ensuite de ça, vous pouvez faire des macérats. Des macérats, c'est dans des huiles végétales. Oui, ça peut être avec des plantes fraîches, mais c'est un petit peu plus dur dans l'huile végétale de faire des macérats avec des plantes fraîches parce que la plante fraîche contient encore de l'eau et huile. Ça crée des bactéries, de la moisissure, etc. C'est pas nécessairement la meilleure façon. Fait que souvent, on va recommander des séchés avant de faire des macérats. Et puis, on va les faire, toutes ces formules-là que je parlais, le vinaigré, la glycérine, la teinture mère, peu importe la façon que vous décidez d'aller extraire les propriétés de la plante, vous allez toujours le garder dans un endroit à l'abri de la lumière, pardon, je cherche mes mots, pendant minimum un mois. Il y en a qui vont recommander de le brasser entre-temps pour faire un macérat dynamique. Puis c'est ça. Fait que là, on a tisane. Vous avez les vinaigrés, les hydroglycérés ou les glycérés. Vous avez les teintures mères. Fait qu'une fois que vous avez ça, vous êtes dans votre atelier, que ce soit l'hiver, vous n'avez pas accès à une plante en particulier fraîche, séchée, bien vous lavez dans votre atelier. Fait que c'est super le fun, par exemple, comme moi. Bon, là, je décide, je sais pas, moi, ma famille, tout le monde est malade chez nous. Ben là, je veux faire un sirop. Ben là, j'ai des glycérés, j'ai plein de choses, en fait, que je peux aller chercher. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des solvants comme le miel, par exemple. Vous pouvez mettre des pousses de sapin dans le miel, c'est super bon. C'est le fun parce que vous pouvez utiliser vos plantes dans l'alimentation aussi. Avec le miel, ben, c'est plus facile. Tu sais, il n'y a rien qui vous empêche d'être créatif, d'utiliser du sirop d'érable, mais c'est sûr que ça va être moins idéal pour la fabrication de produits plus tard. C'est plus au niveau alimentaire que vous allez pouvoir utiliser vos produits d'herboristerie à ce moment-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai donné quand même beaucoup d'informations. Vous pouvez toujours écouter la vidéo comme vous voulez. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous voulez suivre un atelier, je vais vous mettre les informations en bas. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire au jessieséguin@arduina.ca
Sinon, allez voir ma page Facebook, Instagram, je suis partout. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, peu importe quand vous écoutez mon vidéo. C'est vrai, parce que je suis sur YouTube, je pense pas tout le temps. Alors, merci de m'avoir écouté. Bye bye.